J'aime beaucoup cette question parce que ça me permet de travailler sur l'exercice de la biographie en art, qui est comme un moyen de filtrer de manière intersectionnelle les personnes qui ont à travailler en art. Et l'exercice de la biographie est hyper discriminant. Et je pense que c'est une très bonne base de travail pour essayer de repenser notre relation à l'art, au travail de l'art, à la reconnaissance sociale, artistique, et qui on voit pas, et sur les questions de représentation et de prise de parole comme on fait là aujourd'hui. Et travailler sur la biographie, c'est vraiment un truc qui m'intéresse beaucoup et que j'aimerais bien réussir à déconstruire, mais à déconstruire collectivement pour repenser ces biographies qui sont discriminantes. Donc là, j'en ai comme une qui est in progress, c'est celle que j'utilise en ce moment et que j'essaye d'utiliser tout le temps quand je suis invitée à prendre la parole à des colloques ou autres, pour justement partir d'une base de le fait que je parle, c'est pas neutre, pourquoi on m'invite, c'est pas neutre non plus, et ce que je devrais visibiliser en priorité, c'est-à-dire, je sais pas, comme un parcours international, j'ai une place dans cette espèce de monde global de l'art contemporain, j'ai fait les bonnes études, c'est ça, donc j'ai le bon CV, donc je suis crédible et mon autorité et ma place dans ce milieu n'est plus à légitimer, puisqu'elle est légitimée par ce CV, et que je trouve épouvantable. Donc c'est pour ça que j'ai écrit cette biographie, où j'essaie de repenser cette subjectivité, puis comment on trouve une place dans ce milieu en mettant de côté plein de ce qui nous incarne et ce qui nous fait, et qu'on invisibilise souvent. Donc je vais vous la proposer, puis je vais vous la lire. Et puis c'est celle que je propose aujourd'hui, mais je pourrais en proposer une autre à un autre moment. Donc je vais lire, hein, ça va être court, je vous rassure. Virginie Jourdain est lisible comme artiste, commissaire d'expo et travailleuse culturelle féministe et queer. Elle est vivante. Elle travaille entre le Québec et la France. Elle trie ses déchets, mais prend l'avion au moins une fois par an et participe ainsi à bousiller la planète en inadéquation totale avec ses pseudo-convictions écolo. Virginie Jourdain est gouine, mais c'est plus compliqué qu'une simple identité sexuelle parce qu'elle couche aussi avec des personnes non identifiées comme femmes ou lesbiennes. Elle s'identifie souvent queer, faute de mieux. Elle n'a pas fait son devoir de citoyenne depuis avoir été contrainte à voter Chirac. Elle essaye de faire sa part pour promouvoir et soutenir les artistes LGBTQI+. Elle consacre du temps à la recherche sur les conditions du travail de l'art, le travail gratuit, les hiérarchies discriminantes en culture. Virginie Jourdain est assez conforme aux normes queer en vigueur en 2019. À presque 40 ans, elle commence à ne plus vouloir être exploitée pour agrémenter son curriculum vitae. Virginie Jourdain est Verseau, elle est hypocondriaque et doit accepter sa monogamie. Elle se fait tirer régulièrement les cartes. Virginie Jourdain aime se faire attacher et aime qu'on s'attache à elle. Elle ne possède rien, n'est pas propriétaire de son logement. Elle pense souvent à la mort de Valérie Solanas en ce moment. Elle visualise aussi parfois celle de Virginia Woolf et imagine son grand manteau rempli de roches. Elle imagine aussi régulièrement Marcel Mort et Claude Cahun dans des espaces publics. Virginie Jourdain s'est mariée et elle a divorcé. Elle a perdu le sommeil durant 2 ans, mais ça va mieux maintenant. Elle n'a pas d'enfant et a souvent peur de crever toute seule dans un mouroir si elle et ses amies transpédéguines, vieillissantes, ne s'organisent pas assez rapidement. Elle se remet d'un burn-out. Elle travaille sur le travail de l'art tout en ayant été malade du travail. Elle réalise ainsi que aliénation et conscience de l'aliénation peuvent cohabiter ensemble. Virginie Jourdain travaille sur son passing d'artiste, de commissaire et travailleuse culturelle en jonglant entre le syndrome d'impostrice et la stratégie d'initiée.
J'ai vécu en France durant les 29 premières années de ma vie et où j'ai essayé après avoir fait donc le parcours qu'il fallait, c'est-à-dire j'ai fait les beaux-arts, j'ai fait ensuite un master métier de l'exposition en art contemporain à Rennes pour avoir des clés pour ouvrir des portes. Donc j'ai fait ce petit parcours où j'ai fait des stages non rémunérés, gratuits, dans un contexte de précarité obligatoire et dans cette espèce de culture du déni de travail où le travail gratuit c'est la norme et c'est normal de faire du travail gratuit parce que c'est comme ça encore une fois, qu'on construit son CV et il faut passer par là. On nous fait bien comprendre qu'il faut passer par là, par ce travail gratuit et non rémunéré. Et j'ai essayé grâce à la communauté féministe dans laquelle je suis rentrée, principalement à Paris dans les années 2000, début 2000, je suis rentrée dans la communauté féministe plutôt via les Panthères Roses que j'ai fréquentées pendant quelques années et là où je me suis construite politiquement, donc à Paris, où pendant 2 années, je pense, j'ai assisté à quelques réunions des Panthères Roses où j'ai pas parlé, j'ai pas pris la parole, j'ai juste écouté. Et j'ai participé à mes premières manifs avec les Panthères Roses donc à Paris. Et puis ensuite, j'ai essayé de mettre en place des projets artistiques pardon, je dis projet alors que j'essaye d'arrêter de dire projet, mais j'ai essayé de créer des mouvements, des moments en fait collectifs où militantes, militants, artistes se retrouvaient pour essayer de créer un moment de visibilité et ça je l'ai fait en 2005 avec un festival à Paris qui était à la Générale, qui était un squat qui était à Belleville et quelques expos ensuite que j'ai commissariées mais toujours dans la même précarité, puis en sachant pas trop où j'allais avec ça, puisque j'allais pouvoir en faire concrètement dans ma vie. Et parallèlement à ça, il a fallu que je vive et que je m'alimente et que je paye mon loyer. Donc j'ai accepté de faire du travail d'assistante de galerie ou de travailler dans des galeries et privées et associatives, où j'étais relativement heureuse mais relativement frustrée parce que j'étais comme l'assistante, donc avec pas énormément de marge de manœuvre au point de vue de la programmation, et puis où je participais à exploiter les artistes puisque je travaillais dans des lieux qui rémunéraient pas les artistes et où les conditions n'étaient pas optimales pour tout le monde. Et comme j'ai vu que j'y arrivais pas j'ai eu une fenêtre qui s'est ouverte par magie en étant recrutée dans un centre d'artistes féministes à Montréal où j'ai travaillé pendant 10 ans. Donc je me suis exportée au Québec à ce moment-là. Pour moi je le vois vraiment comme j'arrive pas à faire ce que je veux faire en France et là j'ai une opportunité de le faire au Québec donc je pars là-bas, j'avais pas prévu de partir là-bas. Donc là, ça fait 10 ans que je vis principalement au Québec et où là, je découvre comme une nouvelle façon de travailler, d'envisager la question féministe et la question queer avec des conditions de travail qui sont quand même, qui sont pas parfaites, mais qui sont plus tolérables, plus acceptables et pour les artistes et les travailleuses et travailleurs culturels. C'est pas parfait, mais on peut dire concrètement que c'est mieux parce que le contexte est... on s'entend que le contexte est tendu pour les questions de genre, pour les questions de représentation des artistes femmes et des minorités. On en est toujours loin, du travail inachevé féministe là, c'est toujours en devenir et on est toujours là-dedans pour moi et puis mes collègues en art qui s'intéressent à ces questions-là. Mais c'est un contexte politique qui est moins tendu parce que le racisme est moins ancré dans toutes les sphères, il est là, il est présent. J'ai l'impression qu'il est moins violent et moins tendu que dans le contexte français. Et c'est ça, pour le moment je vis là, mais j'ai quand même toujours ma revanche à prendre sur la France, fait que là, en ce moment je suis comme dans une phase où j'ai
envie de revenir ici parce qu'il se passe des choses hyper intéressantes. Il y a plein de gens que j'adore, que j'admire et je me sens bien. C'est juste que ça me fait peur concrètement parce que j'ai peur que le fascisme arrive en France et puis cette espèce d'épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête depuis je sais pas combien de temps maintenant, 10 ans avec le Front National. Il s'appelle plus comme ça mais je m'en fous, ça reste le Front National. Mais c'est ça, il y a comme cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, à toutes et à tous, avec ce fascisme qui est là, rampant, qui est sorti des égouts avec la manif pour tous, particulièrement, et qui est là, qui est prégnant. Donc c'est ça, je pense à revenir ici, mais j'ai quand même, c'est ça, l'homophobie me fait peur, la transphobie me fait peur, le racisme me fait peur. Donc, je sais pas trop où je voulais en venir avec ça, mais c'est ça, je suis comme un peu le cul entre deux chaises, entre deux continents, entre la France et le Québec. Mais ce qui est génial, parce que c'est deux contextes politiques avec deux histoires associées au colonialisme, par exemple, qui est hyper intéressante sur la manière dont collectivement on gère la question du colonialisme. Donc, je viens de France, je vis au Québec pour l'instant, mais je suis entre les deux constamment. Je sais pas comment prendre dans l'ordre le sens de la question. Dans l'exercice de la première question sur qui je suis, et cette question de la biographie, ça me semble important, quand je me présente, de dire que je suis bouine et féministe systématiquement maintenant quand je participe à n'importe quel colloque, même le colloque le plus straight du monde, je le dis, même si je le sais que ça va être mal compris, particulièrement en France, comme « Ah mais non, mais on s'en fout de ton identité sexuelle, tout ça c'est des enjeux d'identité, et puis ça nous ghettoise, ça ghettoise. » Sauf que c'est important. Pourquoi? Parce qu'on s'en fout concrètement avec qui je couche et c'est quoi mon identité sexuelle. On s'entend là-dessus. Mais quand je me remets dans ma tête de quand j'étais petite, quand j'étais ado et quand j'étais en école d'art où j'étais quand même pas encore exactement sortie du placard et que j'avais aucune représentation ou reconnaissance et des cultures alternatives, des subcultures et aucune mention des minorités. Bon, minorités LGBT, mais minorités, en tout cas les personnes minorisées, racisées, globalement, il y avait quand même rien, ça se cantonnait à deux, trois artistes féministes, donc on vous parle d'elles, elles sont deux, trois, ça existe, années 70, blablabla, hop, on clôt le chapitre, c'est terminé. Donc je sais que moi ça m'a restreint énormément ce que j'aurais pu produire comme œuvre ou comme démarche. Je sais que j'ai été restreinte parce que j'étais mise au placard par l'école des beaux-arts, puisque je sentais évidemment que ma parole était non seulement pas légitime, mais pas intéressante. Comme tes histoires de transpédéguines, on s'en fout, tes histoires de féministes, on s'en fout. Donc évidemment, ça a joué aussi sur le développement de ma démarche artistique. Et donc, quand j'ai décidé de continuer à travailler dans l'art, pour moi, c'était comme une stratégie de utiliser les potentiels de la création artistique, des institutions culturelles, de pouvoir participer à développer des formes de représentation que j'ai pas eues et des modèles que j'ai pas eus, de soutenir des artistes qui sont énormément fragilisés dans cette situation de ne pas être considérés légitimes, parce que pour la plupart, c'est fatigant, c'est épuisant. La militance est épuisante, mais être artiste minorisé, c'est épuisant parce qu'on doit constamment se battre pour légitimer sa présence, légitimer sa pratique.
légitimer ses intérêts politiques qui vont être en dialogue avec ce qu'on peut créer et faire comme démarche artistique. Et comme moi, j'ai réussi à avoir quand même une clé par mon parcours universitaire que j'ai eu la chance de faire. J'ai fait l'école d'art et j'ai fait ensuite l'université. Donc j'ai eu cette clé qui me permettait quand même de rentrer dans les institutions. Et pour moi, c'est pas du tout, enfin mon objectif c'est pas de faire carrière parce que j'ai bien compris que la précarité, je crois que je suis vouée à la précarité et on est beaucoup à être voué à la précarité, donc c'était pas du tout pour faire carrière et puis d'avoir comme une espèce de vie plus vivable que dans un autre secteur d'activité. Mais c'était comme, ok, j'ai la chance d'avoir cette clé, j'en ai conscience et c'est un privilège et je vais m'en servir pour, dans la mesure du possible et dans la mesure de mes capacités, à faire rentrer dans ces institutions des artistes qui méritent d'y être et qui méritent d'être représentés pour elles, pour eux, mais aussi pour aider à ce que d'autres personnes puissent, on laisse la porte, on met le pied dans la porte et puis ok, on fait rentrer au maximum. Parce que je pense que la stratégie, c'est pas forcément que de faire des événements, créer des zones alternatives, des principautés féministes et queer dans lesquelles on peut être autogéré et tout, parce que c'est pas tenable économiquement et qu'on a tout à fait notre place dans les institutions et que c'est important de l'avoir pour et l'éducation et la culture, et politiquement c'est important, en matière d'éducation c'est important, et c'est une responsabilité publique de faire rentrer les minorités dans les institutions et de les représenter parce que c'est pour la santé mentale de tout le monde, c'est important d'avoir des représentations de personnes racisées, de personnes autochtones, de personnes d'avoir comme un panel de représentation pour que n'importe quel enfant, adolescent qui rentre dans un musée ou qui ouvre un livre puisse se dire j'ai le droit d'exister, j'ai le droit d'être ce que je suis parce que c'est reconnu, c'est labellisé, c'est légitimé par les institutions. Ce terme de légitimité, je sais que c'est terrible et puis on n'attend pas la légitimité des institutions. On sait qu'on est légitime parce qu'on existe, donc on ne va pas remettre en cause le fait même d'exister, on existe. Mais avoir sa place dans les institutions, c'est important pour les minorités et c'est important dans le sens de ce qu'on construit comme société. Donc c'est pour ça que je ne veux pas lâcher l'affaire avec les institutions. S'il est nécessaire créer comme des lieux alternatifs, c'est important qu'ils existent, donc il faut les créer, ces lieux alternatifs aussi. Mais l'autogestion, c'est épuisant économiquement et puis ça fatigue d'aller essayer de tirer des bouts de ficelle, demander à des gens de travailler encore plus dans la précarité que ce que proposent les institutions. Et c'est ça, en fait, ma communauté, qui est et en France et au Québec, c'est des militantes, des militants, des artistes, des chercheuses, chercheurs, qui sont, comme moi, dans un espèce de truc entre le pied dans la militance, le pied dans l'art, et les 4 membres et tous les organes et la tête dans la précarité. Donc ça donne une espèce de... ça donne énormément de fatigue, de frustration qui, quand tu as 20 ans, ça donne une espèce de sentiment de on va y aller, puis on va se serrer les coudes et puis on va y aller. Mais au fil des années, en fait, on en arrive à être hyper épuisé en fait. Hyper épuisé, cassé, donc c'est pour ça que beaucoup arrêtent juste de produire de l'art et choisissent des voies alternatives juste pour se poser et arrêter de se battre en fait, parce que c'est vraiment une bataille et c'est surtout que le travail artistique, que ce soit dans la création ou dans l'accompagnement avec le travail culturel,
c'est basé sur une construction sociale de l'art c'est le fun, l'art c'est la dévotion, si vous faites ça vous êtes hyper chanceux, un travail de passion c'est génial. Sauf qu'on est dans une culture du déni de travail où il y a plein de travail invisible qui fait qu'on est épuisé et qu'on travaille tout le temps. Je sais qu'on n'est pas les plus à plaindre, on fait partie de gens qui travaillent de manière précaire et où le travail invisible compte énormément comme le travail artistique comme ailleurs. Je ne veux pas considérer que les artistes sont les plus à plaindre, mais en tout cas, le fait est que pour financer un projet, financer une œuvre, financer un festival, on doit tout le temps courir après l'argent, remplir des demandes de subventions, et ça c'est un travail gratuit, invisible. Aller comme chercher à droite, à gauche des solutions. Et ça, on le fait tout le temps en fait. On le fait le soir, on le fait le jour, on le fait le week-end, et on n'est pas payé pour ça. Et en plus de ça, on doit gérer la colère des injustices sociales. On doit porter ses amis qui tombent, parce qu'on tombe comme des mouches. Plus on est précaire, plus on est fragilisé. Donc en plus de ça, on doit faire un travail émotionnel de comme ok, je coule. Il faut que vous me portiez, ok, toi tu coules, on te porte, et puis gérer cette colère, quoi, parce que c'est ça le truc, c'est que être féministe, c'est comme c'est irrémédiablement, tu peux pas faire un pas en arrière et puis finalement, ça me plaît pas, je vais plus à être féministe. Une fois que tu es féministe, tu l'es, et puis c'est irrémédiable. Donc irrémédiablement, tu dois être voué à dealer avec ta vie, et un sentiment d'injustice et un travail émotionnel à faire pour toi et pour les autres qui est constant, qui est super. Enfin, moi, ça me nourrit à bloc et jamais je voudrais ne plus être ou ne pas avoir été féministe parce que c'est une vie super, mais c'est fatigant. Mais ça, je pense que pareil, je n'aurais pas présenté ça de cette manière-là quand j'avais 20 ans. Ouais, c'est ça. Si j'avais fait cet enregistrement avec vous à 20 ans ou à 30 ans, je pense que j'aurais parlé de ça autrement. Mais là, c'est ça, avec cette expérience du burn-out que je viens de faire et de voir un peu les répercussions de la précarité sur ma communauté de 40, 50 et plus. 40-50 ans et plus, je vois l'effet que ça fait et les conséquences aussi que ça a d'être militant et d'être dans le champ de l'art. C'est usant. C'est super, j'aime ça, c'est ça que je veux faire, mais c'est fatigant et usant. Et la reconnaissance sociale du travail militant aussi me désespère, et de voir aussi qu'on continue nous-mêmes à perpétrer ce déni de travail, à ne pas reconnaître comme que ça va de soi, que la question de subsistance économique devrait être dans une de nos premières préoccupations pour qu'on continue à faire un travail de qualité et qu'on continue à bien travailler ensemble dans nos communautés LGBT, queer, féministes, pour pouvoir tenir le coup en fait et faire du travail de qualité, et aussi éviter de se déchirer parce que la fatigue, la précarité, ça crée comme des espèces de scissions aussi, ça participe à ce qu'on se déchire entre nous. Et puis ça, c'est pas un hasard, c'est exactement les objectifs des politiques néolibérales. Donc peut-être comme appeler à faire une grève générale de l'art, on arrête et on refuse que ce soit pour les artistes ou les travailleuses, travailleurs culturels, de faire ce travail gratuit, puis de juste revendiquer un salaire. Ce qui est quand même la base, enfin ce qui devrait être ça devrait aller de soi. Mais en fait, on s'est fait comme bouffer par ce truc de la vocation artistique, ce truc du déni de travail, de tout ce qu'on fait hors de l'événement. Il y a le vernissage, il y a l'expo. Mais en fait, est-ce que les gens ont vraiment conscience de comment ça
comment on processe pour arriver à une œuvre, comment on processe pour arriver à commissarier une expo, et l'espèce de processus que c'est d'aller chercher de l'argent, de devoir tout le temps convaincre, d'utiliser les langages stratégiques. Donc avec telle personne, je ne peux pas parler de queer, parce que cette personne-là ne va pas comprendre. Donc il va falloir que j'utilise d'autres boîtes à outils. Donc on est comme une espèce de panel de boîtes à outils. Donc cet outil-là, ok, là, celui-là, ouais. Et puis ça, c'est un travail constant pour arriver à quoi? À une expo qui paraît comme, bon, bah cool, une expo, super. Vous avez bien accroché les trucs. Le vin est pas trop dégueulasse, on passe une bonne soirée. Sauf que, enfin, il y a vraiment ce truc de déni de travail, d'invisibilité de tout ce que ça représente. L'amont, en fait, avant ça, il y a des artistes qui n'ont pas d'atelier, qui bidouillent leurs trucs dans leur cuisine, qui sont aidés par leurs amis, qui travaillent le soir dans des restos, qui ont comme 2 enfants sous le bras pour aller à leur vernissage, mais finalement, non, il faut que je rentre parce que c'est ça, il faut les coucher les petits. Et tous ces aspects-là font que, en fait, tout le monde est au bord de l'épuisement. Et ce qui fait qu'on ne soutient pas tous ces artistes qui n'ont jamais pu avoir de pratique artistique, qui arrêtent leur pratique artistique, on les laisse de côté, et puis ceux qui tiennent le coup, c'est les plus privilégiés, quoi. Et puis ça, j'ai pas envie de travailler avec une communauté de privilégiés, puis ça me fait mal au cœur, et c'est surtout que quand t'es féministe, Gwyn, et que tu travailles dans l'art, t'es dans un... De fait, t'incorpores la réalité de travailler sur une espèce de champ de ruines, de débris, de personnes, fictives ou pas, mais qui n'ont jamais été reconnues, qui n'ont jamais été visibilisées, qui n'ont jamais... qui sont pas rentrées dans tes livres d'université ou tes livres que tu vas feuilleter dans ta bibliothèque aux Beaux-Arts. Et tu as conscience, en fait, de porter un espèce d'héritage de toutes ces personnes-là qui n'ont pas pu faire leur démarche d'artiste, qui n'ont pas pu développer des œuvres qui nous auraient peut-être fondamentalement transformées et fondamentalement nourries. Et enfin, j'ai tout le temps constamment ça en tête, de penser à celles et ceux qui sont morts pendant la pandémie du sida, qui ont porté l'étoile, le triangle rose, qui ont fait des trucs dans leur coin, et puis à leur mort, parce qu'elle était Gwyn, on a tout foutu au feu. Enfin, on est sur un tas de ruines, de cendres, de débris et de vide. Et qu'est-ce qu'on en fait? On va pas comme juste cracher sur l'histoire de l'art en disant tout ça c'est fou. Votre histoire de l'art, j'en veux pas. Mais essayer de comme repenser ce vide, cette absence, comme avec une dimension comme subjective, affective, de comment on va le porter en nous. Et puis on va essayer dans la mesure du possible, de garder ça en tête et de contribuer à construire une nouvelle histoire de l'art et une nouvelle champ des représentations et des pratiques qui ferait en sorte d'éviter de reproduire ces mêmes filtres sociaux, ces mêmes violences et symboliques et culturelles, et essayer de considérer nos pratiques, de les déconstruire, parce qu'on a été formés pour certains d'entre nous par, c'est ça, les universités puis les écoles d'art, mais d'être en constante veille à avoir des nouvelles pratiques pour éviter ces violences qui ne sont pas que des violences symboliques, qui sont des violences économiques, politiques, d'invisibilisation et d'effacement de certaines personnes qui ne peuvent pas contribuer à enrichir un champ de représentation, un champ des possibles,
manière d'envisager et des pratiques artistiques et des formes culturelles qu'on n'a pas parce qu'on n'a pas pu les avoir, parce qu'on est passé à côté. Donc tout ce manque, en fait, c'est hyper... cette absence-là, c'est un vrai moteur, en fait, je pense, pas que pour moi, hein, mais toutes les personnes, artistes, queer, féministes. L'absence est un moteur pour réenvisager des nouvelles façons de faire, des nouvelles boîtes à outils et des nouvelles pratiques, tout en ayant conscience de l'imperfection de ce qu'on est en train de faire et du sentiment d'imposteur que je trouvais comme Le sentiment d'imposteur, c'est comme... évidemment, c'est... Je le dis parce que je l'ai, puis j'assume ce sentiment d'imposteur qui me freine encore pour postuler à des jobs, par exemple, ou pour faire des trucs, parce que je suis comme, mais non, n'importe quoi, je vais pas postuler pour ce truc-là, ou je vais pas tenter cette résidence, ou je vais pas, parce que je me sens pas légitime. En fait, ce sentiment d'imposteur, ça permet aussi de pas perdre de vue qu'on est des imposteurs, des impostrices, des imposteurs dans un monde de filtres et qui va permettre à certaines personnes d'avoir des postes à haute responsabilité, certaines personnes d'être visibles ou pas. Donc, comme peut-être, je sais pas à quel point ça peut être un moteur de se revendiquer comme imposteur, mais je trouve ça intéressant de le garder en tête. Puis oui, je suis imposteur évidemment parce que je suis gouine, je suis féministe, je viens du trou du cul de la France, dans un monde rural. J'ai pas, je veux dire, socialement, je suis rien de très reluisant pour des critères de valorisation de la société. Donc oui, je suis imposteur dans ce milieu et ce que je sens, et ce que je sens dans mon corps, quand je vais encore, même à 40 ans, bientôt 40 ans, dans des foires de l'art contemporain ou des musées catégorisés comme prestigieux, où je me sens comme... je me sens pas bien, quoi. Je me sens pas bien, même physiquement, je sais pas quelle posture avoir physiquement, parce que je me sens... je me sens pas à ma place du tout. Enfin, vraiment ce truc, puis c'est terrible, quoi, mais je suis comme... À chaque fois, je suis comme... Est-ce que je passe avec mes fringues? Enfin, est-ce que je peux... Le passing, en fait, est-ce que mon passing est suffisant pour juste pas être comme... Qu'est-ce qu'elle fout là, elle... puis alors que je pourrais en avoir rien à foutre, mais je peux pas en avoir rien à foutre, parce que c'est comme ça que je vis ce truc social, d'être gouine, d'être de venir d'un milieu pas privilégié, de travailler sur des enjeux artistiques qui ne sont pas forcément reconnus ou légitimes. Je me sens comme... je me sens pas super bien ici. Et puis je l'ai encore à 40 ans, quoi. Et puis à la rigueur, je m'en fous, j'ai pas de... Je pourrais pas avoir de compte à donner ou mais je l'ai toujours, parce qu'on a été éduqués là-dedans. Donc... Et je sais que je suis pas la seule, en fait, à être là-dedans. Enfin, tout le monde fait semblant, c'est comme si on jouait à la dinette, dans un milieu où tout le monde fake. Ouais, moi ça va, toi. Ouais, mais ça va super. Puis ça avance tes trucs, ouais, ça avance super. Ouais, ça va bien en ce moment, là, je suis plutôt contente. Je suis comme... Là, je me projette jusqu'en 2025, ça marche full, là, je suis super occupée. Puis tout le monde joue à cette espèce de mascarade. Alors que tout le monde quand même a peur de « Ok, comment je vais faire pour payer mon loyer le mois prochain ?» J'en sais fuck all, je sais pas. Et puis genre, en fait... fait que c'est ça maintenant, je suis comme... je m'interdis, mais c'est encore un travail, de commencer des interactions sociales dans le milieu de l'art par « Alors, ça va, qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» Parce que juste avoir le droit d'être en pleine dépression, d'être chez soi en train de juste lire, de rien faire ou de faire autre chose, mais pas d'être dans cette espèce
de discours ultra néolibéral, dans l'innovation permanente, dans la production, productivité, réactivité, innovation, on y va, on invente plein de trucs, on fait plein de trucs à la fois, on est multitasking, on est bien là-dedans, on est des winners. Et non, en fait, juste décroissance générale pour tout le monde, et puis on prend le temps de rien faire comme une valeur. Rien faire, c'est super, et pour la planète, et pour soi, et pour la communauté, ça permet de se régénérer et de ne pas polluer. Je sais pas, mais même pas polluer en construisant une œuvre dont tout le monde s'en fout et puis qui pollue, quoi. Aussi, quand même, avoir des pratiques, penser aussi, est-ce qu'on est quand même un super milieu écologique? Pas du tout. On produit des œuvres à la pelle, on produit des trucs monumentaux, hyper polluants. Puis il faut que ça s'enchaîne, quoi, une expo après l'autre, allez, on enchaîne, il faut que ce soit des gros trucs impressionnants de temps en temps, là. Et puis ça aussi, c'est comme... Et c'est pour ça que j'aime bien le fait de faire de l'aquarelle, la majorité de partie de mon temps, parce que ça peut être comme un papier cheap, je me pose, c'est des petits papiers, c'est cool, j'ai pas de culpabilité, pas très polluant. Je fais mes petits trucs, j'ai pas non plus à culpabiliser de quand même pas avoir assez de ressources financières pour produire des œuvres magistrales. Ça, j'ai arrêté ça, j'ai mis ça de côté. Je fais des aquarelles. Et je pollue pas trop. Les stratégies puis les modalités d'action, je sais pas à quel point c'est subi ou choisi, parce que j'ai l'impression de faire ce que je peux faire dans le contexte dans lequel je vis et ce que je peux avoir comme possibilité et comme privilège aussi pour faire ce que je peux faire. Ce que je sais, encore une fois, je sais pas si c'est un choix ou si c'est comment la vie s'est faite. Je suis entre la militance, le travail culturel et ma production artistique, puis j'arrive pas à dissocier les trois parce que c'est ça que je fais concrètement. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir cette triple réalité de vie pour à regarder le travail culturel, la réalité des artistes et la réalité des militantes militants, en ayant toujours un aspect regarder chacun de ces trois réalités avec le regard de chacun. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En fait, je regarde la militance avec ce que l'art et le travail culturel m'a apporté. Quand j'envisage des enjeux politiques militants aussi, enfin, en tout cas, les trois se complètent assez bien et les trois résonnent assez bien dans un sens à ce que je peux donner à ma place dans le fait de faire de l'art et puis de participer à faire du travail de l'art et de ne pas perdre le cap de pourquoi on fait de l'art. Enfin, c'est juste la question, pourquoi on fait de l'art? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de faire de l'art? Ça veut dire quoi être artiste? Et qu'est-ce qu'on produit dans un sens plus global? À quoi on participe en étant artiste ou travailleuse, travailleur culturel? Et quel sens on donne à tout ça? Et puis avec cet aspect féministe militant, ça aide à avoir un regard très pragmatique, politique,
de ok, on fait ça, pour l'ego c'est super, même pour la communauté ça fait du bien, mais comment on le fait et est-ce que éthiquement on est en phase avec ce qu'on prétend défendre comme valeur. Et là encore une fois, les questions économiques reviennent, les questions de ce qu'on prétend être quand on est féministe, c'est-à-dire avoir des pratiques bienveillantes, avoir une espèce de regard intersectionnel exhaustif, avoir cette capacité critique de miroir. Est-ce qu'on l'a vraiment constamment dans tout ce qu'on fait, dans nos pratiques et artistiques et dans le travail culturel. Donc c'est pour ça que les trois sont indissociables, les trois sont nécessaires pour questionner là je vais parler plus, non mais même le milieu québécois, quand on arrive avec une perspective féministe, c'est comme ah tu t'intéresses aux artistes femmes, ouais c'est vrai que les artistes femmes ne sont pas assez représentées, c'est toujours une lutte perpétuelle. Je suis comme oui c'est vrai, tu as raison, c'est toujours vrai. Les artistes femmes sont encore sous-représentées, on est dans cette lutte perpétuelle depuis, on n'en peut plus quoi. Même quand on est féministe, cette question de la représentation des femmes, on est comme est-ce que ça va arrêter, est-ce que ça a une fin? C'est comme tellement genre, on est en 2019, on pense encore à cette représentation des femmes dans le milieu de l'art et de la culture, c'est complètement fou, puis nous-mêmes on n'en peut plus, c'est pas comme si ça nous passionnait cette question, on n'en peut plus, cette question de la binarité, de comme, il y a plus d'artistes hommes que d'artistes femmes, ouais genre, est-ce qu'on peut juste là, arrêter, on avance là, tous ensemble là-dessus, là, parce qu'on a d'autres choses à bosser, en fait, parce qu'il y a la question de la représentation des artistes femmes, là, ça serait bien de la régler pour qu'on puisse passer à autre chose, parce que ça nous contraint à un essentialisme hyper fatigant qui nous plaît pas, ça nous fait pas triper, là je parle pour moi mais je suis pas sûre de parler que pour moi, mais ce truc essentialiste de il n'y a pas assez de femmes dans le milieu de l'art, on n'en peut plus, ça nous excite pas de travailler là-dessus, pas du tout. C'est important et on n'a pas le choix de le faire, mais c'est très ennuyant et un truc de perpétuelle répétition, où là maintenant, les baby boomers, directeurs de centres d'art, baby boomers blancs on s'entend là, directeurs de centres d'art sont comme ah ouais cette question de la représentation des femmes va peut-être falloir se la coltiner parce que on va peut-être avoir des problèmes à montrer que des hommes. Donc je pense que c'est d'un point de vue politique où ils sont comme maintenant peut-être ça passe pas de montrer que des hommes, peut-être que là c'est un peu limite. Comme montrer des œuvres racistes, comme maintenant c'est un peu chaud de montrer des œuvres racistes. Mais par contre, pendant ce temps-là, on ne parle pas d'intersectionnalité, on ne parle pas on n'en est que à cette question de la représentation. Mais on n'a toujours pas cette vraie discussion impérative sur comment on construit les oppressions et comment on construit de la discrimination systémique de l'école maternelle à n'importe quel musée, quoi. Comment cette discussion-là sur comment on fabrique de manière systémique les discriminations, on ne peut pas l'avoir parce qu'on en est toujours à cette question de la binarité, quoi. Et sans la déconstruire. Pourquoi je pense que il y a aussi ce travail-là. On ne peut pas que montrer des artistes femmes en disant on a montré des artistes femmes, ou même il y a des artistes femmes dans nos collections. Nous, on est tout à fait corrects. Non, parce que pourquoi elles ne sont pas dans tes collections? Pourquoi elles ne sont pas dans tes expos, les artistes femmes? Et évidemment, pourquoi les artistes racisés ne sont pas dans les collections? Évidemment, ça va de pair, tout ça, c'est le même système, mais c'est ça quand même. Là, je ne vais pas la faire l'histoire là parce que c'est long, mais ça commence à qu'est-ce que tu montres comme représentation aux élèves de 5-6 ans dans tes
dans les cours d'éducation, enfin, et qui t'embauche dans des centres d'art, qui tu mets sur tes jurys, comment tu vas faire aussi ton casting de prof dans les écoles d'art, enfin, et puis essayer quand même d'avoir quand même un regard sur, ok, c'est quoi mon équipe dans mon centre d'art, qui sont sur les jurys, qui prend les décisions, avec qui j'ai des conversations pour avoir des financements, et qui, dans tout ça, là, dans tout ce quotidien, avec qui je parle jamais, et puis qui prend jamais des décisions. Et évidemment, cette question-là, on l'a pas parce que ça emmerde, quoi, parce que ça voudrait dire plus participer à un système fraternel qui est puissant. C'est pour ça que parler de sororité comme ce mot de sororité, enfin cette espèce de notion de sororité, oui, elle est là parce que elle est là concrètement dans un quotidien très proche de comme on se soutient, on est là, et puis on a comme cette espèce de soutien entre nous, entre féministes. Donc la sororité, elle existe, mais par rapport au système de soutien et de solidarité du patriarcat, enfin, on est complètement à côté de la plaque, quoi. Alors, le système du patriarcat et le système de soutien fraternel est puissant, et ils se soutiennent, quoi. Leur système de soutien et de caring et de bienveillance entre eux, il est beaucoup plus puissant que notre petite safe space queer et féministe, quoi. Et que c'est pour ça qu'il faut aller faire. En fait, il faudrait rien laisser passer. Comme, bah ouais, mais ton jury là, ça va pas. Genre, ton équipe là. Puis comme, genre, est-ce que t'es à l'aise de parler à des gens de toutes les institutions qui financent les institutions, et que ce soit que des straight cinquantenaires blancs, est-ce que t'es à l'aise de participer à ça, enfin, donc c'est un travail de fond, mais c'est ça, si on n'est pas sorti de cette question de la représentation, on va pas pouvoir le faire, ce travail-là. Donc c'est ça, en fait, le truc, c'est que notre job en tant qu'artiste, travailleuse, travailleur culturel, féministe, si on le fait bien, c'est de rien laisser passer. Sauf que rien laisser passer, on est des fucking emmerdeuses et emmerdeurs. Et puis là, t'as pas envie de te faire emmerder, donc cette personne-là, tu vas pas lui ouvrir ta porte, quoi, parce que non, c'est chiant. Donc faut le faire subtilement, mais il faut faire des compromis qui sont des fois déchirants, mais faut toujours garder le pied dans la porte, quoi. Donc essayer de faire ce travail-là d'être obligé parfois de faire des compromis pour garder le pied dans la porte et faire passer des concepts et des personnes. Mais c'est déchirant et c'est fatigant, encore une fois, c'est fatigant. Parce que ces compromis, on n'a pas envie de les faire, mais des fois on n'a pas le choix, mais c'est petit à petit qu'on va y aller. Mais en tout cas, c'est pas seulement de la responsabilité des militantes, des militants, des artistes queer et féministes de faire ce boulot-là. Et on a besoin du soutien, de soutien et de la prise, de la conscientisation aussi de nos collègues et de nos collègues artistes et travailleuses et travailleurs culturels pour nous accompagner là-dedans, parce que c'est pas de notre seul ressort et notre seule responsabilité de faire tout ce travail-là. Genre, non, quoi. On n'y arrivera pas, on n'y arrivera pas, et de deux, vous êtes en train de nous tuer à petit feu, là, à nous laisser faire ce travail-là seul.
bah c'est ça, c'est de leur responsabilité à tous. Et c'est pas en nous invitant dans ces institutions-là pour, encore une fois, répéter les mêmes choses, encore une fois, refaire ce travail d'éducation, refaire ce travail de conscientisation qui est hyper vulnérabilisant et hyper fragilisant. Parce que le truc, c'est qu'on est vidé à mettre en porte-à-faux ou ben, je sais pas, ça, par exemple, j'ai le souvenir d'avoir été invitée à une forme de colloque, c'est pas vraiment un colloque, mais et un artiste qui prend la parole, son travail est pas féministe, disons-le comme ça. Et en fait, la personne qui m'a invitée me demande de prendre la parole comme Virginie, est-ce que tu as quelque chose à dire? Tu veux réagir? Puis là, j'étais comme, ok, faut que je fasse ça. Je suis invitée pour ça, fait que je vais la faire, ma job de chieuse, là. Donc, je prends la parole. Je m'adresse directement à l'artiste. Ça me met mal vis-à-vis de lui, publiquement. Ça me met mal vis-à-vis de tout le monde. Mais je dis ce que j'ai à dire, puisque je suis là pour ça. Donc, je le dis ce que j'ai à dire. Ça me met mal. Je me sens super vulnérable après ça. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? T'as comme un groupe de gens qui vont voir l'artiste en disant « Ah mais t'inquiète, ça va, c'est super, on sait que t'es quelqu'un de bien quoi. » Et puis bah moi je sors fumer ma clope toute seule, puis je suis comme c'est ok, j'ai fait juste ce qu'on m'a demandé de faire. Mais tu sais, personne ne va me dire « T'es ok, ça va, enfin merci » ou je sais pas. Non, je fais juste ma job. Moi, ma job, c'est d'être tueuse. Puis lui, il faut le rassurer dans ses privilèges de gars blanc, artiste. Et j'ai juste sûrement mal compris. Puis en fait, c'est un gars bien. Bah ouais, t'es un gars bien, évidemment, doute, t'es un gars bien. Sauf que bah, peut-être qu'il faut que tu envisages ce que t'as fait avec cette œuvre de manière autre. Et puis ça peut être aussi violent. Ton œuvre, elle peut être violente. Mais sauf que la violence, c'est moi qui me l'apprends, parce que c'est moi qui est dans cette position vulnérable de comme dire bah gars, c'est pas cool. Sauf que lui, on va le rassurer. Dans les us et coutumes du patriarcat, on va rassurer le fils, le papa. Tout va bien, t'inquiète pas, tes privilèges sont pas remis en question. Et puis bah moi je vais fumer ma clope dehors quoi. Mais ça c'est un exemple, mais c'est qui représente un peu c'est quoi le quotidien des militantes et des gens qui travaillent avec une perspective féministe et queer en art. C'est un peu ça le quotidien. Et c'est, même si on a l'air comme, on est des militants, on est forts, empowerment maximum, et on se sent comme, genre on a une fucking carrure, une armure, mais en fait non, pas du tout, pas du tout. Les militantes, les queers et les féministes, on n'est pas queer et féministes par hasard, quoi, parce qu'on a tous des backgrounds, des traumas, on est tous une gang de traumatisés hypersensibles. Fait que ce travail de prise de parole, à chaque fois que tu as 20 ans, 40, 50, 60 ans, il te rentre dedans en fait. C'est pas, on tripe pas en fait à remettre en doute, à dire comme c'est pas cool ce que tu fais ou c'est pas cool ce que tu as dit, c'est violent, c'est une forme de violence. Bah, c'est hyper vulnérabilisant de prendre cette parole-là ou de faire ou d'écrire ce qu'on a à écrire, de dire ce qu'on a à dire, de faire ce qu'on a à faire. À chaque fois, on le sait que ça va nous mettre dans une position vulnérable. Et on ne s'habitue pas à la vulnérabilité parce qu'on est tous une gang d'hypersensibles avec foule de traumas de différentes formes. Mais c'est ça qui qualifie les féministes et les queers, des gens généralement assez sensibles, parce que on a incorporé et notre vie, et nos traumas, et les traumas et les vies de toutes ces personnes-là qui ont forgé notre identité culturelle, militante, de qui on est en fait. C'est comme on a nos traumas, les traumas de siècles et des siècles et des siècles de féministes et de queer. Et donc, bah non, c'est pas. C'est pour ça l'empowerment, je suis comme. Non,
L'idée de puissance et de pouvoir, je suis désolée là, mais non. Pour moi, c'est quand même terminé ça, ce concept. Je veux plus en entendre parler parce que c'est pas une réalité. Et c'est pour ça que la notion de vulnérabilité m'intéresse beaucoup plus. Et elle est beaucoup plus à creuser, beaucoup plus à... En fait, c'est ça qui se passe. C'est pas une histoire de pouvoir contre pouvoir, il y a des vulnérabilités et il faut pas les mettre de côté, mais il faut partir de cette vulnérabilité pour aller en prendre soin et sortir des tabous de la vulnérabilité. C'est des réalités, la vulnérabilité, c'est la réalité de 90% des gens en fait. 90% des gens sont en situation d'ostratisation, de souffrance sociale, économique et autres, et contre, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas du tout là, mais je sais pas qui se sent comme super sécure dans la vie, super top shape, émotivement, sentimentalement, économiquement, je sais pas, dans le contexte familial, économique, social. Non, il y a plein de choses à détricoter. Et puis si on parle de vulnérabilité de tous, toutes, on va peut-être pouvoir ouvrir en tout cas en ce qui concerne le travail de l'art quand même. Genre on serait pas un peu tous fatigués, épuisés, et puis comme on trouve ça long en fait cette lutte, hein, c'est long, non? Et si on arrive à comme en parler collectivement, de comme ouais en fait, ouais c'est fatigant. Bah, peut-être qu'on va assumer le fait qu'on soit comme fatigué, épuisé, que la précarité nous bouffe, nous ronge, et que cette injustice sociale qui est de pire en pire, ça va pas en s'améliorant quoi. Et puis je pense que ça peut être intéressant qu'on ait cette discussion là, d'où le fait que je parle de mon burn-out, où je sais que c'est pas la meilleure des stratégies pour mon employabilité. Genre, on va pas l'embaucher, elle a fait un burn-out, celle-là. Si elle nous claque dans les doigts dans 2 mois, non merci quoi. Mais sauf que si on n'en parle pas, on va tous rester dans ce tabou de quoi. Non, non, mais tout va bien, il n'y a pas de problème. J'enchaîne les trucs, je les fais, je travaille jour et nuit, j'élève ma famille, ou alors je m'occupe de mes proches. J'ai un travail alimentaire, je fais ma pratique, tout va bien, non, non, c'est ok. Bah non, c'est pas ok. C'est pas ok.